1er mars 1932 à Amwell, dans le New Jersey, aux États-Unis. Charles Lindbergh découvre une triste nouvelle. Son enfant de 22 mois qu'il venait de coucher vient de disparaître de la maison. Il ne sait pas du tout où est-ce qu'il est, se met à chercher de partout et ne le trouve pas de l'ensemble de la soirée. Il vient donc du coup au lendemain matin lancer un avis de recherche. Voici cet avis de recherche du coup en question. Suite à cet avis de recherche, on a deux psychologues qui, eux, en parallèle, donc David Wheeler et Henri Muret, lancent une deuxième annonce. Parce qu'ils sont en train d'étudier notamment les rêves de prémonition. Ils demandent notamment à toute personne qui aurait fait des rêves qui concerneraient l'enfant, de rédiger de quoi il a rêvé, de donner un maximum de détails si possible, et de leur envoyer un courrier, simplement. Et ils vont se charger en fait de tout recueillir et de tout retraiter après. Je reviendrai du coup sur ces deux psychologues-là un peu plus tard dans l'histoire. Le temps passe, même un mois passe exactement, et le 2 avril 1932, une personne anonyme se déclarant comme étant le kidnappeur de l'enfant demande une rançon de 50 000 dollars auprès de Charles Lindbergh. Donc ça met forcément la famille dans le mal. Ils sont très hésitants, ils se posent des questions notamment si la personne en question n'est pas en train de faire un canular juste pour récupérer 50 000 dollars, mais que ce n'est pas du tout le kidnappeur de l'enfant. Enfin, plusieurs questions comme ça qui se posent dans leur tête, mais concrètement, à la fin, ils se disent que si c'est réellement la personne en question, ils veulent revoir leur enfant, donc ils donnent la rançon de 50 000 dollars sans réfléchir. Le 12 mai 1932, donc on est déjà 2 mois et demi après la disparition de l'enfant, des gens qui se baladent du coup à côté de cette petite ville et qui notamment commencent à partir dans la forêt, font exprès de dévier un peu un chemin et tombent sur une scène assez macabre, notamment l'enfant qui est redécouvert ici brûlé et qui a été abandonné là depuis déjà un petit moment. Donc la famille est sous le choc, stoppe l'annonce de recherche, et au moment où l'annonce de recherche est stoppée pour la raison, Henri Muret et David Wheeler font exactement pareil, ils stoppent aussi la réception des courriers qui leur sont envoyés. Pour revenir au niveau du côté des psychologues, ils ont du coup recueilli de cette manière 1300 rêves de prémonition. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la prémonition lorsqu'on voit les résultats? Il faut savoir qu'il n'y a que 5% de ces rêves de prémonition qui voyaient l'enfant mort, et qu'il n'y avait que 4 que 4 rêves de prémonition qui décrivaient exactement l'enfant comme étant mort dans ce bois-là de manière brûlée, et etc., etc. Donc forcément du coup la majorité des courriers, on va dire, se font un peu écarter. Par contre, ils se focalisent sur ces 4 courriers-là. Les 4 sont très très similaires, même si pas identiques à 100%. Et par contre, du coup, décrit un peu indirectement l'homme, et notamment comment s'est déroulée la scène du kidnapping jusqu'au moment où il s'est fait brûler. Donc ces 4 courriers, du coup, ne sont pas spécialement pris en compte par la justice. On va dire qu'elles sont quand même lues. Et pour conclure la recherche, en fait, il faut savoir que ils ont fini effectivement par tomber sur Richard Hauptmann, un Allemand notamment, qui était immigré au niveau des États-Unis et qui vivait dans le Bronx à New York. Et en fait, lorsqu'il tombe sur son nom, qui débarque chez lui, et il retombe en fait sur 17 000 dollars parmi les 50 000 dollars qui n'ont pas été utilisés. Il retombe aussi sur d'autres preuves qui sont à côté. Enfin bref, en gros, dénoncé directement par tous les indices qui ont été laissés chez lui. Donc il s'est fait emmener du coup en cour de justice. Cour de justice, concrètement, le verdict tombe. Il est jugé coupable et peine de mort. En quelques mois, il se fait transporter dans une prison et il se fait électrocuter sur une chaise, puis en meurt. Alors comme vous avez compris du coup aujourd'hui, je vais vous parler de la prémonition, et avec on va dire une petite focalisation notamment sur les rêves de prémonition. Il faut savoir que ce domaine-là, on va dire, n'est pas forcément bien étudié de nos jours, et même en fait dans le passé aussi. Pourquoi? Parce que elle a une très grosse critique qui en fait à son encontre, et je vais vous exposer en fait les différents points qui amènent à cette critique forte. L'un des points majeurs, c'est que ça vient casser la loi de la causalité. En allant à ce concert, vous allez du coup rencontrer du monde, vous allez peut-être découvrir de nouveaux groupes de musique. À la suite de ce concert-là, vous allez vous mettre à écouter ces nouveaux groupes ou à garder le contact avec les nouvelles personnes que vous avez rencontrées, etc. etc. En fait, cet effet de une action se passe, une conséquence est derrière, qui donne de nouvelles actions, qui refait des conséquences, etc. par effet boule de neige, est appelé en fait la loi de causalité. Pourquoi en fait la prémonition vient casser cette loi de causalité? C'est parce que si vous avez une seule axe de temps
et que sur cet axe de temps, vous avez quelque chose du futur qui vient taper sur quelque chose du passé, lorsqu'il va y avoir cet enchaînement de conséquences et qu'on va arriver au moment du futur qui revient dans le passé, et ben ça fait une boucle. Et il n'y aurait du coup aucune source, aucune cause qui viendrait provoquer le premier maillon de la chaîne en fait. Je reviendrai à la fin de la vidéo à ce sujet-là. Et enfin, du coup, même s'il y a cette règle, cette loi importante, il y a plein d'autres points en fait qui vient, on va se mettre à l'encontre. On a par exemple la notion de la coïncidence, le fait que, comme par hasard ça arrive là. On a aussi la notion de déjà vu, le fait de se dire, mais attends, j'ai déjà vu cette personne, bah oui, puisque tu l'as vu passer 2 jours avant en fait dans la rue, tu as gardé son visage en mémoire inconsciemment, et que du coup tu revois cette personne-là. Plein d'autres points de ce type-là en fait qui sont donnés et qui permettent du coup d'aller à l'encontre de la prémonition. Donc, malgré tous ces points de critique qui viennent un peu à l'encontre de la prémonition, il faut savoir qu'il y en a quand même quelques-uns qui se sont penchés sur le sujet. Il faut savoir qu'on a déjà retrouvé dans l'Antiquité des écrits d'Aristote parlant notamment des oracles à ce moment-là, creuser un petit peu en disant peut-être qu'il y a eu des choses similaires ou des choses qui sont en fait complètement logiques que l'on peut deviner et que les oracles voient et que nous, non. En fait. Donc, en conclusion, du côté d'Aristote, rien de très intéressant. Et concrètement, il n'y a que aujourd'hui à ce que j'ai retrouvé, il n'y a que 2 expériences du passé qui vraiment ont mis un élément supplémentaire sur la table dans le domaine de la prémonition. Pour le premier, on va du coup partir au début du XXe siècle, enfin dans les années 1900, vraiment tout début des années 1900. On va aller rencontrer un soldat britannique du nom de John William Dunne. C'est une personne en fait qui simplement commence à faire des rêves qui semblent pour lui être prémonitoires, puisqu'en fait il fait ses rêves et que quelques jours plus tard il a l'impression de les vivre. Suite à ça en fait il se dit concrètement, vu que ça me paraît bizarre, je vais me mettre à noter tous mes rêves. Quels sont les détails, tous les détails que je me souviens au matin de ces rêves-là, pour voir du coup derrière recroiser les événements que je vais vivre dans le futur et voir si je les ai bien rêvés ou pas. Donc après avoir fait ça du coup sur une dizaine d'années, il se rend compte que il n'y a seulement que 10% de ses rêves qui possèdent des éléments qui décrivent en fait son futur à lui. Toujours sceptique par rapport à lui-même et à se dire est-ce que c'est normal que moi je les vis et pas les autres. Il demande du coup à ses amis de noter tous leurs rêves, voir si ses amis revivent effectivement ces événements-là ou pas, un peu comme lui. Et en fait, il remarque que même si ce n'est pas de manière aussi précise que Dune, il remarque par contre que en fait, ses amis font aussi des rêves prémonitoires. Et pareil, sur environ 10% des rêves. Donc il en arrive à la conclusion en fait que l'ensemble des gens feraient des rêves prémonitoires, pas tous les rêves, que ce n'est qu'une partie, mais que sur cette petite partie de rêve, en fonction de la précision, en fait, la plupart des gens ne les considèrent pas comme étant prémonitoires, simplement parce qu'ils n'en ont pas conscience. Il expose du coup toute cette étude et cette conclusion dans un livre qui s'appelle L'expérience du temps, qu'il écrit en 1924, et il faut savoir que c'est devenu dans la prémonition du coup, entre guillemets, un best-seller. Pour ceux qui éventuellement aimeraient bien creuser le sujet, à ce que j'ai compris, c'est un livre sur lequel vous ne pouvez pas passer à côté. On va maintenant du coup passer sur la deuxième expérience. Alors pour ça, on va avancer un petit peu dans le temps. 1965, on a Guy William Lambert, qui est un membre de la Society for Psychical Research, traduction française, la Société pour les recherches psychiques, qui se penche aussi du coup sur les rêves de prémonition. Le concept de son étude est assez simple, c'est je vais regarder toutes les expériences du passé, ce que l'histoire me donne, tous les faits historiques sur lesquels on peut avoir une notion de prémonition qui viendrait complémenter ou donner une réponse ou donner quelque chose de flagrant. Et avec ça, je vais essayer de voir si je peux dire que les rêves de prémonition existent ou non. Alors vu qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est encore très critique, etc., forcément vous vous doutez qu'il n'a pas trouvé la réponse. À la place, ce qu'il en a déduit de toute son étude, c'est que il y a au moins 5 points à prendre en compte pour un rêve de prémonition, qui peut être considéré comme étant crédible, travailler, manipuler, faire quelque chose pour ensuite essayer de prouver ou non que la prémonition existe. Il distingue notamment 2 éléments, le premier qui est le rêve de prémonition et le deuxième qui lui est l'événement réel. Et voici les 5 conditions qu'il en déduit par rapport à la liaison entre ces 2 éléments-là. Le premier, c'est que le rêve de prémonition doit avoir quelque chose de crédible avant même que l'événement se produise. Oui, on peut peut-être faire un rêve de prémonition sur le voyage dans l'espace, on peut peut-être faire un rêve de prémonition sur le fait que les gens puissent se téléporter, etc., etc. Même si ça se passe réellement dans le futur, on ne pourra jamais arriver à faire le lien de manière aisément entre le rêve de prémonition et l'événement en question.
Le deuxième point, qui est du coup indirectement lié au premier avec l'exemple que j'ai donné, c'est que le rêve de prémonition doit se réaliser de manière assez proche par rapport à l'événement. Il faut vraiment que l'intervalle de temps entre les deux soit court, simplement parce qu'en fait sinon plus le temps passe et plus il est complexe du coup de refaire l'association entre les deux éléments et du coup d'en arriver à une conclusion. Le troisième point qui est à valider, c'est que le rêve de prémonition doit décrire quelque chose qui n'est pas du tout attendu dans la réalité. Si vous me dites que vous avez fait un rêve de prémonition qui me voit moi en train de sortir de ma maison, j'ai envie de dire oui, il y aura forcément un moment où je vais sortir de ma maison pour aller faire les courses, pour aller à gauche, à droite, voir des amis, tout ça, etc. Merci le rêve de prémonition, quoi. Le quatrième point, c'est que le rêve de prémonition, même si il décrit ce qui se passe durant l'événement, ne doit pas s'attacher à des symboliques et ne doivent pas s'attacher à des sentiments ou des ressentis. Où deux personnes en fait différentes auront forcément un regard différent sur la situation et comment ça se passe. Et enfin, le dernier point, mais c'est le dernier point, un dernier point, c'est logique, il faut que le rêve de prémonition et l'événement correspondent entre eux. Vous devez retrouver en fait des indices, des éléments qui vont permettre de lier l'événement au rêve de prémonition. Et donc voilà du coup pour l'ensemble de ces 5 points. Donc si vous n'avez pas ces 5 points qui sont remplis, le rêve de prémonition ne peut pas être considéré comme étant crédible à étudier. Attention, je précise bien sur le terme, ça ne veut pas dire que si vous avez un rêve de prémonition qui remplit ces 5 règles, parfait, la prémonition existe. Non, c'est que on peut vraiment se pencher dessus avec un grand intérêt. Voilà pour ce que la science et l'histoire nous apportent. Je vous ai du coup amené jusqu'à aujourd'hui quelle en est la situation. Il faut savoir qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui du coup creusent ce domaine-là. Je leur souhaite en tout cas un bon courage puisque les critiques dans l'autre sens sont pour certaines assez costauds. Je vais mettre du coup maintenant sur la table un dernier point, creusé par moi-même mais qui peut être complètement contestable, sur lequel on peut discuter autour, etc. Et en fait, même en réalité, je vais plus vous l'apporter sous la forme d'une théorie / hypothèse. La voici, c'est qu'en fait simplement la loi de causalité, sur le fait que si jamais il y a quelque chose du futur qui vient se impacter le passé, et ça nous fait une boucle infinie et en fait on n'a jamais le premier maillon qui vient déclencher du coup cette chaîne de causalité future. On considère aujourd'hui que l'axe de temps est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul axe de temps qui avance avec tout le monde, mais il faut savoir que si vous prenez une autre vision où vous avez plusieurs axes de temps, c'est-à-dire que vous avez la planète Terre et qui a son propre axe de temps sur lequel on est venu référencer les événements sur son axe à lui. Si vous mettez un axe de temps par personne, c'est-à-dire que moi j'ai mon propre axe de temps, que vous avez votre propre axe de temps aussi, etc. Ça va vous permettre en fait de faire des flèches différentes. Dans cette vision-là, du coup, si jamais vous avez un événement du futur qui est présent sur l'axe de la planète Terre, mais pas la vôtre, et qui va impacter votre vie, l'élément du futur de l'axe de la planète Terre va se retrouver dans votre propre axe dans votre passé, mais que si vous continuez votre flèche et que la Terre continue sa flèche, en fait ça continue chacun de son côté et sans réaliser aucune boucle, nulle part. Donc attention, je redis ça encore une fois, je mets ça en mode théorie, en mode hypothèse, en tout cas ça serait quelque chose qui serait à creuser. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo du coup sur la prémonition vous a plu. N'hésitez pas en tout cas si jamais vous avez des expériences dans ce sens-là, que vous avez éventuellement des retours ou d'autres théories ou d'autres hypothèses qui sont bonnes à partager aussi. Pour ma part du coup je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout gardez l'œil ouvert.